déjà dit. La liberté, ce n'est pas l'espoir en l'avenir, c'est le présent, et l'accord avec les êtres et le monde dans le présent. Cinq, 4, 3, 2, 1. Ils sont partis. Radio X-Files. Avec Christian Page et Yann Marceau. Radio X. Bon vendredi soir, il est précisément 18h, j'espère que vous allez bien. Christian Page, ça fait du bien de se revoir, de se reparler. Effectivement, l'attente a été longue. Radio X-Files, à partir de 18h maintenant. J'espère que les auditeurs sont très heureux de nous réentendre. J'imagine que oui, puisque pendant ces mois-là où on n'a pas été en ondes, je peux te dire qu'à chaque vendredi soir, j'avais des messages des auditeurs qui nous disaient « Quand est-ce que vous allez revenir? Quand est-ce que vous allez revenir? » Effectivement, j'ai eu aussi beaucoup de commentaires dans ce sens-là. Puis quand j'ai annoncé hier la programmation de ce soir, ben effectivement, j'ai senti l'enthousiasme chez les auditeurs. Pensais-tu qu'un jour, bon, c'est sûr que toi, tu as un âge vénérable, mais pensais-tu qu'un jour, tu allais vivre ça? Le truc du COVID-19, Ouais. absolument pas. Ouais. Écoute, ça a été un moment, et c'est toujours un moment difficile pour beaucoup de gens. Ouais. Dans mon cas, à moi, comme je pense à peu près tous les gens qui travaillent notamment dans les milieux artistiques, parce que c'est un peu ce que l'on fait. On est animateur de radio, animateur de télé, on fait des conférences, donc on écrit des bouquins. De mon côté à moi, bien sûr, et j'imagine que tous les gens qui travaillent dans des milieux très diversifiés, mais qui touchent les arts et qui touchent également ce lien avec le public, ça a été très, très, très difficile. Nous, on le sait, la radio, dans un premier temps, a coupé énormément de postes et de chroniqueurs, parce qu'il faut comprendre, hein, les gens se posaient toutes sortes de questions en disant, oui, mais vous pouvez continuer à faire de la radio parce qu'il n'y a pas forcément un contact physique. Les gens ne le savent peut-être pas, mais au moment où on se parle, moi, je suis installé chez moi, en banlieue de Montréal, et toi, tu es à Québec. Dans le bunker. Dans le bunker. Donc, comme on n'a pas de lien physique, on aurait pu dire on pourrait continuer à faire de la radio. Mais le problème était plus profond que ça. L'ensemble des médias, et c'est vrai pour la télévision, c'est vrai également pour les médias de radio, c'est la perte de l'assiette budgétaire associée à la publicité. Hein. Qui a envie de faire l'annonce de son restaurant qui n'est pas ouvert? Hein, donc, à ce moment-là, les revenus ont considérablement tombé, ont chuté, et la radio a dû fonctionner sur des réserves avec un minimum d'activité. Et à ce moment-là, les chroniqueurs, la plupart des grandes radios ont dû sabrer dans les chroniqueurs, et j'étais l'un de ceux-là. Donc ça a été très difficile. Bien sûr, les conférences, ce n'était plus possible à cause, bien sûr, de cette distanciation sociale. Là, maintenant qu'on autorise des réunions d'à peu près 250 personnes, moins jusqu'à 250 personnes, en respectant, bien sûr, des consignes de distanciation, la possibilité de refaire des conférences est dans l'air, et que j'entrevois, bien sûr, en faire une cet automne à Québec. Donc, ça reste à déterminer. Mais donc là, ça reprend un peu. Mais c'est vrai que ça a été très, très difficile. Et la dernière fois, d'ailleurs, pas rien que pour moi, mais pour l'ensemble des populations à travers le monde. Hein. La dernière fois où on a connu un événement comme celui-là, il faut remonter à la fin de la Première Guerre mondiale, en 1918, lorsqu'il y a eu cette grippe, ce qu'on appelait la grippe espagnole. Et je le dis, non, la grippe espagnole, c'est pas parce qu'elle venait d'Espagne, c'est parce que ce sont des scientifiques espagnols qui ont été les premiers à identifier que cette maladie qui se répandait un peu partout en Europe provenait d'un virus très particulier. Et donc, c'est pourquoi on l'a baptisé la grippe espagnole, qui a fait 50 millions de morts. Hein. Donc, ça a été énorme et qui a duré à peu près 2 ans avec toutes les consignes.
Je sais qu'on est tous là, puis on trouve ça épouvantable d'avoir à se masquer, à respecter ces consignes de distanciation sociale. C'est difficile pour tout le monde, mais il faut savoir qu'en 1918, c'était également pareil. Hein. L'économie s'est mis un peu, était roulée et tournée au ralenti. Les gens devaient respecter des consignes également de distanciation sociale, porter les masques. C'est une situation qui, pour des communautés comme les nôtres, et je parle par exemple des grands pays occidentaux où on a une espèce de sentiment de liberté, bien sûr, on a immédiatement un sentiment où nos libertés sont brimées à travers toutes ces consignes, mais malheureusement, il faut les respecter parce que ça fasse notre affaire ou non, le problème, c'est de mettre la vie des autres en danger. Donc, je le fais pour protéger les autres et j'espère que les autres le feront pour me protéger aussi. C'est sûr également... Oui, mais il y a une bonne nouvelle, mon cher Christian, dans tout ça, pour nous autres, pour une émission de type Radio X-Files, c'est qu'il y a des complots qui sont nés. Ça va nous donner du matériel. Ah, bien sûr. Écoute, les théories du complot ont foisonné durant cette période du COVID. Et c'est vrai, hein, on a souvent parlé dans le passé, avant l'avènement du COVID, hein, ça fait quoi, 2 ans maintenant qu'on fait cette émission? Ouais. On a souvent parlé qu'à chaque fois où il y a des événements qui vont marquer l'actualité, marquer la culture, il va y avoir associé à cela des théories du complot. Ça a été vrai avec JFK, qui a marqué la population nord-américaine, occidentale, hein, l'assassinat du président Kennedy, l'affaire du World Trade Center, on se rappellera aussi, qui a marqué énormément de gens. Donc, à toutes les fois où il y a des grands événements marquants pour une culture, pour une société, il y a des théories du complot qui se mettent à circuler. Puis c'est normal. Les gens, bien souvent, pour bien comprendre la dynamique de ces événements, il faut avoir une connaissance dans plusieurs domaines. Et personne n'est omniscient. Je donne souvent l'exemple du World Trade Center. On ne fera pas une émission sur le World Trade Center, mais on comprend que le World Trade Center, pour bien comprendre toute la portée de cet événement, il faut avoir des connaissances en politique internationale. Pourquoi ceux qui étaient autrefois les amis des Américains sont-ils soudainement devenus leurs ennemis? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment, si on s'arrête uniquement aux événements, aux attentats eux-mêmes, comment des gens peu expérimentés ont-ils réussi à prendre des avions commerciaux et les utiliser comme des bombes en les envoyant sur des édifices publics? Ensuite, comment ces édifices se sont-ils écroulés? Donc, quel a été le dommage à l'impact et ensuite par les feux qui se sont déclenchés? Donc, comment tout ça a réagi. Donc, il faudrait avoir des connaissances en politique, en chimie, des politiques en physique, en structure. Il faudrait être omniscient. On n'a pas ça. Et donc, l'idée du complot permet de rationaliser tous ces questionnements-là en une réponse relativement simple. Hein. Tout ça, c'est parce que c'est les Illuminati qui ont voulu créer une nouvelle tension à travers le monde. Donc, on a une solution relativement simple. Et en même temps, ça répond à un besoin. Les gens, et c'est pourquoi aussi on s'adonne à l'astrologie, aux lignes de la main, les mancies, tout ça. Les gens n'aiment pas être sans réponse. On aime avoir l'impression qu'on a un contrôle sur notre avenir. Hein? Donc, si tu vas voir ta cartomancienne, si tu vas voir la liseuse de Bonaventure, elle va te donner des informations qui ont rapport avec ton futur. Donc, tu as l'impression de ne pas être à la merci de ce futur. Et c'est un peu la même chose dans des événements comme ceux-là. On n'aime pas savoir ou avoir l'impression qu'on est à la merci d'une espèce d'événement du hasard. Tu sais, le act of God, c'est la décision de Dieu. Il a décidé, lui, qu'il faisait un virus qui devait soudainement, en 2020, affecter la population mondiale. Donc, on n'aime pas cette idée-là. Et à travers les théories du complot, ça nous permet de trouver des responsables. Alors, dans le cas présent, les responsables, ce sont des scientifiques qui travaillaient dans un laboratoire en Chine. C'est Bill Gates parce qu'il a décidé de mettre des tours 5G. Donc, peu importe le choix vers lequel on va se porter, ça nous permet de trouver des responsables, de mettre une étiquette sur quelque chose qui, a priori, semble nous échapper. Donc, les théories du complot, ce sont les éléments fondateurs des théories du complot. Et chaque fois qu'il y aura des événements semblables, les théories du complot vont foisonner. Et le COVID-19, bien sûr, comme il a affecté non pas un petit groupe des populations, mais il a affecté les gens à travers le monde,
bien, bien sûr, on a vu se développer toutes ces théories du complot, qui ne sont pas toujours des théories du complot. Hein. Ça m'amène un peu à une actualité que je voulais te proposer aujourd'hui. C'est des chiffres qui sont sortis la semaine dernière, qui ont été proposés par l'Institut national de la santé publique du Québec. Et on nous dit, on a fait un sondage là, auprès de 3000 répondants en 2 temps, et on découvre qu'il y a à peu près là, 1 personne sur 4 qui adhère à des théories du complot, hein, concernant précisément le COVID-19. Mais il faut faire attention parce que quand on voit des sondages comme ceux-là, et j'en ai vu, j'avoue que j'en ai vu des centaines de sondages du même type allant de, croyez-vous aux attentats du World Trade Center, que les attentats du World Trade Center étaient orchestrés par les Américains, croyez-vous qu'on est allé sur la Lune, croyez-vous aux Illuminati, croyez-vous à la Terre plate. Donc des sondages comme ceux-là, j'en ai vu un et un autre. Il faut faire attention parce que la façon dont sont posées les questions, on va facilement t'inclure dans une catégorie de complotiste ou non complotiste. Mais souvent, la question elle-même, elle est un peu litigieuse. Et je te donne un exemple, Yannick. Si je te demande, est-ce que tu crois qu'il existe une collusion quelque part avec les grandes pharmaceutiques internationales? Bien sûr. Donc, tu vois, si je te posais cette question-là dans un sondage sur les complots, tu réponds bien sûr. Je pourrais dire, voilà, Yannick Marceau est un complotiste. Mais en réalité, si tu m'avais dit pas du tout, je t'aurais dit, tu es un peu naïf. Hein, parce que une question comme celle-là, y adhérent disait, il y a probablement de la collusion dans les milieux pharmaceutiques, comme il y a de la collusion dans les milieux par exemple, pétrochimiques. Hein, on le sait, le fait qu'il y avait une augmentation du prix de l'essence à la pompe les vendredis après-midi, puis ça redescendait le lundi matin, c'était pas nécessairement le prix du baril brut sur le marché international qui faisait ça. Là. On a des statistiques qui montrent clairement qu'il y avait une espèce de collusion, même si techniquement c'est illégal. Dans le domaine pharmaceutique, bien sûr, et on l'a souvent dit à l'émission, développer un médicament, je ne parle pas d'un vaccin, un médicament, un simple médicament pour quelque maladie que ce soit, c'est au bas mot 800 millions de dollars. Pas 800 000, 800 millions de dollars. Hein, on est près du milliard. Là. Donc, tu comprends que les compagnies Pfizer, Bayer et peu importe les compagnies qui vont développer ce vaccin-là, ils le font pas parce que tu as des beaux yeux, Yannick. Ils le font parce qu'éventuellement, ils veulent rentabiliser cette recherche. Je sais que c'est triste à dire parce qu'on part d'une situation qui est très humaine, hein, la maladie qui frappe un nombre d'individus. Et c'est encore pire lorsqu'on parle de maladies orphelines, hein, qui sont excessivement rares, où il n'y a à peu près aucune recherche qui se fait, aucun médicament qui est développé. Donc, on part d'une situation qui est épouvantable pour des gens qui souffrent de ces maladies-là. Et on instrumentalise ces maladies pour finalement faire sonner les caisses. Malheureusement, c'est la réalité. Est-ce que les compagnies pharmaceutiques veulent rendre les gens malades? Là, je n'irai pas jusque-là. Est-ce qu'on va retarder, par exemple, le développement d'un médicament parce qu'on va permettre aux gens d'être malades plus longtemps? Je ne crois pas non plus qu'on va aller là. Mais on l'a vu à plusieurs reprises, des politiciens ont pris la parole, ils ont sommé, par exemple, des grandes compagnies pharmaceutiques de baisser le prix des médicaments parce qu'elles rendaient les traitements souvent accessibles qu'au mieux nantis. Donc, on voit que là, il y a une espèce de jeu de pouvoir qui se fait, qui s'exerce, qui touche le domaine économique. Et ça ne fait pas de toi un complotiste parce que tu crois qu'il y a cette espèce de collusion dans le milieu médical. Donc, lorsqu'on voit un sondage comme celui-là où on dit, voilà, une personne sur 4 croit aux théories du complot associées au COVID-19, je suis allé voir le questionnaire en question. Puis écoute, le fait, par exemple, il y a une question, il dit, croyez-vous que le vaccin peut venir d'un laboratoire en Chine? En fait, il y a 2 possibilités. Si tu me dis, tu crois que des scientifiques ont délibérément fabriqué un virus pour rendre les gens malades, là, je te répondrais que tu tombes probablement dans la théorie du complot. Mais de croire, on le sait, en 2013-2015, ce fameux virus COVID-19, puis il faut le préciser, hein, c'est un coronavirus. Beaucoup de gens ne font pas la différence entre le coronavirus et le COVID-19, alors qu'un coronavirus, c'est plutôt sa famille. Hein. Ce sont les virus qui sont responsables, grosso modo, d'à peu près 30% des maladies, des grippes qu'on a chaque année. Donc, ce sont des coronavirus. Et c'est pour cela que l'on essaie chaque année de vacciner les gens pour qu'il y ait le moins de gens possible qui attrapent la grippe parce que
c'est un virus qui se mute facilement. Donc, si tu as été vacciné l'an dernier pour le virus de la grippe, ça se peut que cette année, tu vas l'attraper pareil parce que le virus de la grippe qui va t'infecter cette année n'est peut-être pas le même que celui de l'an dernier. Donc, c'est un type de virus qui a une mutation facile. Il s'est muté en COVID-19 et là, ça, c'est une mutation malheureusement qui est plus difficile à contrôler. Ce type de mutation est plus grave. Et dans le cas du COVID-19, donc coronavirus de type COVID-19, on l'avait identifié en 2013 et en 2015 dans des familles de chauves-souris en Chine et on l'avait également trouvé chez des pangolins. Pangolins qui sont des petits fourmiliers qu'on retrouve, qui sont très, très répandus dans le sud-est asiatique et qu'on exporte également en Chine parce qu'on consomme les chairs du pangolin et c'est un fourmilier qui a des espèces d'écailles. Or, on utilise les écailles pour faire de la médecine traditionnelle chinoise. Donc, on fait des concoctions avec ça, on moude ça, on fait de la poudre avec ça et il paraît que ça guérit toutes sortes de maladies. Et je te le dis en passant, il paraît que c'est très, très bon pour l'érection. Bon, donc, cela étant dit, on utilise donc les pangolins. On savait que le coronavirus, de type coronavirus, avait été observé chez les animaux. Et généralement, lorsqu'il y a des maladies qui sont connues chez des groupes animaliers, il arrive à l'occasion, malheureusement, que la maladie, c'est le cas par exemple avec la rage, où la maladie va être transmise de l'animal vers l'humain. Donc, l'hypothèse, c'est une hypothèse, c'est pas une certitude. L'hypothèse la plus vraisemblable, c'est que quelque part, quelqu'un ou bien a été affecté par un pangolin qui avait le coronavirus de type COVID-19, ou bien par une chauve-souris. Et on le sait, les gens qui sont en bonne santé, et en particulier les populations qui sont jeunes, ces gens-là vont développer, ils peuvent être tout à fait asymptomatiques. On le sait, on en a parlé beaucoup depuis quelques semaines maintenant, des gens qui auraient le coronavirus de type COVID-19, mais qui seraient asymptomatiques. Et dans d'autres cas, ces gens-là ont pu développer une bien mauvaise grippe. Faut pas minimiser. Les gens qui ont été atteints du COVID-19, qui s'en sont remis, l'ont dit, c'était une sacramoune de grippe. Mais les gens s'en sont remis et probablement que la personne, si on parle par exemple du patient zéro, peut-être que le patient zéro ou bien a été asymptomatique ou a eu une maudite grosse grippe, il s'en est remis et il n'a pas fait l'association avec le fait qu'il avait peut-être été mordu par un pangolin ou par une chauve-souris. Et durant ce temps-là, il a pu affecter d'autres gens autour de lui et comme ça, la pandémie, la maladie, le virus s'est répandu parce qu'il est excessivement contagieux. Donc ça, c'est l'hypothèse qui reçoit le plus l'assentiment de la communauté scientifique. Mais il n'est pas interdit, c'est pas impossible, c'est peu vraisemblable, et j'insiste, c'est peu vraisemblable, mais c'est pas impossible que quelque part, on le sait, à Wuhan, là où le virus s'est répandu au début de la pandémie, à Wuhan, ils ont un laboratoire de type 4. Or, les laboratoires de type 4, ce sont les laboratoires où les scientifiques qui y travaillent, sont habilités à travailler avec les virus les plus dangereux au monde. Par exemple, la variole, qui n'existe plus à l'échelle de la planète, mais qui est conservé dans des fioles. On connaît le virus, on l'a identifié, il est étiqueté. Donc, ces gens-là ont l'habilité de pouvoir travailler avec ces virus et de faire de la recherche. Est-ce qu'il est possible que quelque part à Wuhan, dans ce laboratoire, des scientifiques aient isolé le COVID-19, ils travaillaient dans le laboratoire et d'une façon plus ou moins documentée, l'un d'entre eux aurait été infecté par ce virus et c'est lui qui aurait finalement été le patient zéro qui aurait infecté les gens autour. Donc à ce moment-là, on pourrait dire oui, le virus est sorti d'un laboratoire de Wuhan. C'est une hypothèse qui n'est pas impossible, elle n'est pas vraisemblable, j'insiste encore, mais elle n'est pas impossible. Donc les gens qui croient à cette idée que le virus pourrait avoir été transmis à partir d'un scientifique qui travaillait dans un laboratoire à Wuhan ne fait pas de lui un théoricien du complot. Il fait simplement adhérer à une hypothèse qui n'est pas la plus vraisemblable, mais qui, somme toute, n'est pas impossible non plus. Donc, il faut faire attention dans ce type de sondage, de voir de quelle façon les questions sont posées et faut essayer de distinguer à quel endroit on met cette frontière entre le théoricien du complot et monsieur et madame tout le monde. Donc, dans le cas présent, les chiffres qui ont été publiés par l'Institut national de la santé publique il y a quelques jours, on nous dit, voilà, une personne sur 4 croit aux théories du complot.
Ce qui est le plus surprenant, c'est que 23% d'entre eux, donc presque la totalité des gens qui croient au fait qu'il y a des théories du complot qui tournent avec le COVID-19, 23% d'entre eux croient que le COVID-19 c'est ça, donc est un virus qui a été volontairement diffusé à travers la planète, dont 19% croient, eux, qu'il est du même type que le SRAS, le H1N1, le sida, et qui a été fabriqué dans un laboratoire. 6% d'entre eux croient qu'il existe un lien entre les tours G5 et le COVID-19. On en a beaucoup parlé au début de la pandémie. On pointait du doigt Bill Gates. Et ce qui est assez surprenant également, c'est qu'on constate que les gens qui vont adhérer plus facilement aux théories du complot, il y a un pourcentage très élevé de gens qui proviennent du milieu de la santé eux-mêmes. Et c'est quand même étonnant parce que ce sont des gens qui sont aux premières lignes. Les infirmiers, pourtant, des infirmières, des médecins. Les infirmières, c'est ça. Donc, beaucoup d'entre eux vont adhérer à des théories du complot. Ouais. Évidemment, tu as la population en général, mais on s'attendrait, par exemple, à avoir un plus faible pourcentage auprès des gens qui travaillent dans le milieu hospitalier. Et malheureusement, ce n'est pas le cas. On découvre, par exemple, que chez les gens qui travaillent dans les milieux de soins médicaux, 28% d'entre eux croient que le COVID-19 est une invention de toutes pièces. 13% d'entre eux croient qu'il y a ce fameux lien avec le G5, les tours de communication G5. Et en même temps, il faut dire que les théoriciens du complot, parce que c'est tout le temps un peu amusant de voir comment on pointe du doigt l'autre. Tu connais l'expression, il est beaucoup plus facile de voir la paille dans l'œil du voisin que la poutre qui est dans le sien. Et ça, c'est vrai souvent dans les milieux, que ce soit les théories du complot ou dans le cas, par exemple, des ovnis, les phénomènes paranormaux, etc. On a souvent tendance à pointer du doigt l'autre. C'est l'autre qui nous discrédite. Et là, dans le cas des théories du complot liées au COVID-19, ce sont les merdias, donc les médias qui font un mauvais travail, puis qui soumettent une information mensongère. Et là, bien sûr, les théoriciens du complot vont s'alimenter de ça. On prend n'importe quoi, on le tourne, on le monte en épingle, on déforme la réalité, mais peu importe. Mais en même temps, les théoriciens du complot n'aident pas non plus leur cause, parce que ceux, par exemple, qui sont contre le port du masque ou leur liberté de ne pas porter le masque. Bon, là, il y a tout un débat autour de ça. Et ces gens-là ont des tendances également à gonfler des chiffres. Donc, ils font exactement c'est-à-dire qu'ils reprochent aux médias de gonfler les chiffres de gens qui décèdent des causes du COVID-19 en disant, il y a plein de gens qui meurent de toutes sortes de maladies. Et pas forcément du COVID-19, mais on a tendance, les médias ont tendance à mettre tous ces gens-là dans le même panier et nous dire, voilà, il y a eu 10 morts 10 personnes qui sont décédées du COVID-19. Mais les théoriciens du complot font exactement la même chose. Il y a quelques semaines, par exemple, il y a 2 ou 3 semaines, il y a eu une grande manifestation justement pour cette liberté d'avoir à choisir si je porte ou non le masque. On aurait tendance à dire une manifestation anti-masque. Et là, voilà que les gens nous disaient, les gens se sont réunis à Berlin, en Allemagne. Ils étaient entre 500 000 personnes et 1 million de personnes, alors que les chiffres montrent qu'ils étaient plutôt entre 15 000 et 20 000 personnes. Et on nous montrait également des photos très impressionnantes de cette population, mais les photos qui circulaient sur le web, et ça, c'est souvent les théories du complot. Malheureusement, les gens, c'est « faites vos recherches ». Mais eux font pas beaucoup les leurs, parce que les photos qui circulaient, par exemple, c'était une des photos les plus populaires, qui était reprise à satiété, à nauséam sur les médias sociaux. C'était une photo qui datait de 2018, qui avait été prise à Zurich durant un festival de musique électronique. Donc, rien à voir avec la manifestation anti-masque. Et on a fait exactement la même chose la semaine dernière à Montréal. Les gens nous disaient, on était entre 10 000 et 100 000 personnes. La réalité, c'est qu'ils étaient 1500. Et les photographies qui ont circulé abondamment sur le web, sur les médias sociaux, encore là, c'était des photographies qui avaient été photoshopées. On avait multiplié par 2 ou par 3 la foule pour donner l'impression que les photos aériennes montraient une plus grande quantité de gens réunis que ce l'était en réalité. Donc, les gens, en faisant ça, bien sûr, se tirent une balle dans le pied. C'est-à-dire, les gens qui se disent, on est des théoriciens du complot, mais vous êtes des moutons, faites vos recherches, prenez-nous au sérieux.
éventuellement on n'est pas tenté d'écouter leur discours parce que bien souvent leur discours, il n'est pas alimenté par de l'information qui est qualitative. C'est facile de dire « Ah, docteur machin a dit ça », mais il faut savoir, Yannick, que même dans le milieu médical, dans n'importe quel domaine, pas nécessaire de prendre le COVID-19, n'importe quel domaine scientifique, tu n'auras jamais une espèce d'assentiment à 100%. Et c'est là que je voulais en venir avec toi, parce qu'il y a eu énormément de confusion. J'ai eu le plaisir d'animer le show du matin cet été, puis j'ai parlé avec des scientifiques, et ce que Mark Hamilton m'avait dit, c'est un microbiologiste et propriétaire d'un laboratoire, il m'a dit, il y a tellement de confusion. Pourquoi? Parce qu'on est en train d'assister à de la recherche en direct. Oui. Ce qui fait en sorte qu'il n'y a aucune certitude. Absolument. Et c'est amusant, c'est bien que tu soulignes ça, parce que, tu vois, dans les théories du complot, les gens sont là, ils me disent « Ouais, mais le docteur Arruda a dit il y a 2 mois et demi qu'il ne fallait pas porter le masque. Là, maintenant, il dit qu'il faut porter le masque. » Et on joue sur ces éléments-là. Mais le médecin que tu mentionnes, là, le chercheur, M. Hamilton, a tout à fait raison. Ouais. A tout à fait raison. Lorsque le virus a commencé à se répandre, on s'est d'abord posé on ne savait. Moi, je peux te dire, Yannick, qu'on n'assistera pas à un confinement, à tout le moins pas un confinement général comme celui auquel on a assisté au tout début. Parce qu'il y aura un post-mortem après ce fameux COVID-19. Et il y a des choses, déjà au moment où on se parle, où les politiciens, parce que croire que les politiciens prennent toujours les bonnes décisions, mais non, ce sont des humains, ils commettent des erreurs aussi, ils y vont avec l'information qu'ils ont sous la main au moment de prendre leurs décisions. Donc ça, il faut faire très attention. Donc quand on nous sort cette idée de, oui, Arruda disait il y a quelques semaines qu'il fallait pas porter le masque, maintenant il faut porter le masque. Comme le disait M. Hamilton, on assiste à de la recherche en direct. Au moment où le virus commence à se répandre, on ne sait pas trop si le virus il est aéroporté ou non. Donc, est-ce qu'il se déplace seul dans l'air? Donc, s'il se déplace seul dans l'air, que tu portes un masque ou non, ça n'aura pas grand-chose. Ça ne changera absolument rien. Donc, on se dit, ça ne sert à rien de porter le masque à ce moment-là. Mais la recherche permet de démontrer, jusqu'à maintenant, on a des bonnes raisons de croire que le virus n'est pas aéroporté. Il a besoin d'un vecteur pour se déplacer. Ce vecteur, c'est les gouttes de salive. Quand on te demande de porter un masque, c'est pas qu'on pense que le virus peut pas passer à travers le masque, c'est qu'on pense que ton crachat passera pas à travers le masque. C'est aussi simple que ça. On veut pas que tu craches en face de ton voisin parce que c'est sur ces gouttelettes de salive que se déplace le virus. Donc, bien sûr, et là, tu vois les théoriciens du complot qui montrent, voici un restaurant avec dessus, on a placé, par exemple, une espèce de plaque en verre pour séparer les convives, mais il y a un espace en dessus. Et un espace au-dessus, puis un espace en dessous, un petit espace, mettons, je te donne 5 cm en dessous de la plaque. Puis là j'ai vu des commentaires en disant « Ça doit être un virus intelligent, il passera pas en dessous. » Ben, si tu réussis à cracher en dessous de la plaque, là, ben, lève-toi de la table puis crache dans la face de ton voisin. Parce que c'est le seul moyen que ça peut passer. Tu comprends? Ouais. Donc, l'idée de porter le masque, c'est que maintenant, on sait que le virus, contrairement à un moment où on ignorait s'il était aéroporté ou non. Maintenant, on sait qu'il ne l'est pas. À tout le moins, il y a peu de chances qu'il le soit. Donc, ce qu'on veut contrôler, c'est plutôt son vecteur de transmission qui est la salive. Donc, d'où l'idée on doit porter le masque. Mais est-ce qu'on va repasser éventuellement à une fermeture, un confinement généralisé comme on l'a vu? Je ne crois pas, parce qu'au début, lorsque la pandémie se répand, on ne connaît pas trop qui sont les gens cibles. Aujourd'hui, on le sait mieux. On sait que les gens les plus jeunes peuvent être porteurs du virus, peuvent être asymptomatiques, peuvent le transmettre, mais on sait que la maladie est beaucoup plus agressive chez les gens qui souffrent déjà de différentes pathologies, de différents maux qui sont en aucun lien avec le COVID-19, ou encore les gens âgés qui ont un système immunitaire déficient. Donc là, on le sait qu'ils deviennent, eux, les cibles premières de ce COVID-19. Donc, demain, si on assistait à une augmentation des cas d'infection, ben, je peux t'assurer qu'on va augmenter la sécurité, on va augmenter les mesures autour des centres pour les personnes âgées pour mieux les protéger. Mais on n'assistera pas à un confinement généralisé. Mais il faut vraiment, on ne peut pas prendre, par exemple, une déclaration qui a été faite par un homme d'État ou, par exemple, ici, M. Legault, M. Arruda, prendre une déclaration qui a été faite il y a 1 mois et demi ou 2 mois ou 3 mois et la réévaluer en fonction des connaissances que l'on sait aujourd'hui. Ça n'a absolument aucun sens de faire ça. Ça ne sert qu'à alimenter, bien sûr, les théoriciens du complot, mais ils ne sont pas pris au sérieux en faisant des trucs comme ceux-là. Et on ne le sait pas, c'est-à-dire que c'est un ennemi qu'on essaie d'identifier
l'identifier qu'on connaît un peu mieux qu'on le connaissait au mois de mars, mais c'est un ennemi qui nous réserve encore beaucoup de surprises. Et donnons la chance à tous les chercheurs de mieux l'identifier. Et parce que, faut pas se le cacher, notre liberté qu'on se sent un peu opprimé aujourd'hui, avec le port du masque, la distanciation sociale. Tu sais, moi, Yannick, là, je suis pas très conspirationniste, mais ça me fend le derrière d'avoir à faire la file pour aller chez IGA. Là. On est tous pareils, je pense. Hein. Tu sais, le 30e dans la file avec ton masque d'en face, là, je maugrais contre M. Arruda. Mais je le sais intérieurement que ça me protège et ça protège les autres. Et c'est vrai que ça nous déplaît, mais malheureusement, il faut le faire parce que, pour l'instant, l'ennemi, il est là et on le connaît pas bien. Fait du bien. Fait du bien d'être revenu. Fait du bien oui, d'être ça revenu. fait du bien. Je regarde les commentaires des auditeurs qui nous textent au 88 670 9098, 88 670 9098. Et il y a Michel qui nous demande quand est-ce qu'on devient un covidio? Les covidios, parce que c'est un terme que j'utilise souvent, les covidios, ce sont des gens qui n'ont absolument aucune documentation scientifique. Tu sais, on parlait tantôt des scientifiques où on n'arrive pas à avoir l'unanimité. Et le covidio, là, c'est le type qui te sort l'exemple à côté de la traque. C'est-à-dire qu'on te sort, oui, il y a le docteur machin truc, on en connaît, là. Il y a le docteur machin truc qui, lui, là, on voit une vidéo qui circule, qui, lui, dit qu'il ne faut pas porter de masque. C'est vrai. Sauf que dans les milieux scientifiques, là, c'est bien connu. Si ces gens-là appartenaient au milieu académique, on le sait, puis je le répète, même si on n'est pas un universitaire, je vous le dis, on ne peut pas, il y a rarement consensus scientifique à 100%. Il faut toujours y aller vers ce qui est l'idée majoritaire. Et l'idée majoritaire pour une personne, pour un scientifique qui dit on devrait prendre de l'hydroxychloroquine ou on devrait pas porter le masque, vous allez trouver 1000 scientifiques qui disent le contraire. Donc, c'est plutôt vers ça qu'il faut regarder. Donc, non pas évoquer, c'est ce qu'on appelle quand je parle en public, quand je fais des conférences, c'est ce que j'appelle le syndrome Galilée. On est toujours en train de nous sortir la personne qui dit différemment des autres, comme si la personne qui dit différemment des autres avait raison, comme Galilée. Dans ce cas-ci, Christian, ce docteur-là en particulier représentait un peu la lumière. Tu sais, on était dans la grosse noirceur, oui. Puis là, t'en as un qui sort et qui a la recette idéale. Et ce qu'il faut retenir, Yannick, c'est que c'est normal. On n'est pas, comment je pourrais dire, c'est pas quelque chose, c'est pas une tare que ton cerveau fonctionne de cette manière-là. Le mien fonctionne comme ça, le tien fonctionne comme ça. Mais quand on le sait, on peut mieux s'en prémunir. C'est ce qu'on appelle le biais de confirmation. Moi, là, Christian Page, chez moi, je me dis, moi, là, j'y crois pas, le COVID-19 existe pas. Je m'en vais sur un site Internet et là, j'ai un médecin qui me dit, le COVID-19 existe. Sais-tu ce que ça fait, ça? Dans mon cerveau, là, c'est pas je l'imagine, là, mon cerveau réagit physiquement. Hein. C'est un peu comme si mon cerveau venait de mordre dans un gros morceau de citron. Là, hein. On appelle ça la dissonance cognitive. Hein. Là, mon cerveau vient de mordre un morceau de citron, puis là, il me dit « Hey, change de place ». Là, je réagis. Là, j'ai besoin d'une grosse cuillère de sucre pour confirmer ma croyance. Ma croyance, c'est le COVID-19 n'existe pas. Je change de site web et là, je tombe sur un médecin qui dit le COVID-19 n'existe pas. Alors là, dans ma tête, ça fait ça, c'est bon à entendre. Enfin. Notre cerveau réagit comme ça. Le mien, le tien, celui de tout le monde. Il faut être conscient de ça et c'est normal que si je crois, par exemple, que le COVID-19 n'existe pas, j'aurais tendance à m'alimenter sur les réseaux sociaux chez des gens qui disent exactement la même chose que moi. Et plus je vais le faire, plus je vais me convaincre que j'ai raison dans cette démarche-là. Et c'est normal qu'on essaie de trouver non seulement quelque chose qui confirme nos croyances, mais quelque chose, comme tu l'as si bien dit, qui va nous sortir des ténèbres. Et lorsqu'un médecin nous arrive en nous disant « Voilà, j'ai une solution miracle, ce virus-là n'existe pas, et voici, on a déjà un médicament qui fonctionne. » Le problème de ça, c'est que si on ne veut pas devenir un covidio, ben il faut faire, quand on dit faites vos recherches, ben il faut justement les faire. Il faut les faire à tous les pôles. Regardons qui sont ceux qui disent il faut prendre tel ou tel médicament, on a une recette miracle, voici, et regardons de l'autre côté qui sont les gens qui disent l'inverse.
Et là, très rapidement, on va découvrir et on doit, je pense, que le bon sens et le passé nous montrent également que le bon sens, c'est plutôt vers ceux qui ont, vers une espèce de majorité. Hein, si on a 99% de la communauté scientifique qui disent nous n'avons pas de vaccins ou de médicaments actuellement qui sont très efficaces contre le COVID-19 et idéalement, en attendant qu'on trouve des traitements efficaces, l'idéal, c'est de conserver cette distanciation sociale, voire même le port du masque dans des lieux fermés. Donc, si on a 99% de la communauté scientifique qui nous dit ça et on a 1% qui dit l'inverse, ben je pense que le Covidio va aller vers le 1% qui dit l'inverse. Et c'est là qu'il devient un Covidio, à mon avis. Christian, on doit faire une pause. Simplement mentionner aux auditeurs que vous êtes sur les ondes de Choix 98.1 Radio X. C'est le retour de Radio X-Files le soir, le vendredi. Nouvelle heure. Normalement, on était à 20h jusqu'à 22h et maintenant, c'est de 18h jusqu'à 20h. Vous pouvez nous écouter un peu partout, que ce soit sur Spotify, que ce soit sur la radio que vous avez dans votre véhicule ou encore même en reprise sur le site internet de Choix 98.1 Radio X. Et même, vous pouvez aller sur notre page Facebook si vous nous aimez, si vous aimez Christian, si vous m'aimez. Hein? Radio X-Files sur Facebook où il y a toujours une petite diffusion en direct, puis vous pouvez aller réécouter les émissions à partir de ce site-là. Donc, on fait une courte pause, il est 18h35, on revient. Radio X-Files. Très cher Christian, on est de retour, cher ami. Il y a quelque chose qui m'avait marqué, que tu as parlé tantôt de Bill Gates, là. Oui. Bill Gates était en entrevue, puis il a été obligé de se justifier en disant qu'il voulait pas tuer personne. Oui, c'est quand même incroyable. On parle d'un des hommes les plus puissants au monde. Là. Oui, et un des hommes qui, faut pas se le cacher, qui a donné 90% de sa fortune justement dans des œuvres caritatives, hein, notamment pour développer des vaccins, soigner des maladies dans des pays, par exemple, qu'on dit entre guillemets sous-développés. Et il a également fait son testament dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'au moment de son décès, 10% de sa fortune iront à ses ayants droit, ses héritiers, mais 90% de sa fortune ira ensuite à des œuvres caritatives. Donc, c'est probablement dans les grands milliardaires, peu d'entre eux ont fait autant de travail pour essayer d'améliorer le sort des plus démunis, et notamment dans des pays dits en voie de développement ou sous-développés. Et voilà qu'on le pointe du doigt parce que, bon, on l'associe à toutes sortes de scénarios tout à fait sordides. La seule chose que je voudrais dire pour en terminer, Yannick, avec les théories du complot, je donne ici une opinion. Tu sais, ce que je t'ai dit tantôt, ce sont des opinions qui sont personnelles. Mais je sais ultimement, pour avoir baigné dans cet univers des théories du complot, j'ai écrit un ouvrage sur les théories du complot, j'ai fait des conférences sur les théories du complot. Et les gens m'écrivent parfois pour me dire « Ah, j'ai un de mes beaux-frères qui est embarqué dans les théories du complot, mon chum est embarqué dans les théories du complot, qu'est-ce que je peux faire? » Et la réponse est rien. Les gens qui sont persuadés qu'ils détiennent la vérité à travers les théories du complot, ce sont des gens dont les comportements ou la pensée est entièrement mobilisée autour de leurs croyances sur les théories du complot. Il y a, malheureusement, je ne suis pas psychologue, mais le seul moyen c'est de produire une espèce de mécanisme de déprogrammation, un peu comme on le voit avec des gens qui ont été impliqués dans des sectes, où là, des gens, c'est un long travail, hein, sortir une personne d'une secte et finalement l'amener à réaliser que tout le discours auquel elle a été exposée durant ces années auprès d'un gourou, c'était un peu de la bullshit. Mais ça demande, c'est un long travail hein, de programmation et il faut que la personne le réalise d'elle-même. Donc, moi, quand les gens me disent, je connais des gens dans mon entourage qui sont impliqués dans des théories du complot, qu'est-ce que je peux faire pour leur faire entendre raison? Malheureusement, il n'y a rien à faire. Les gens c'est une cause perdue. Et quand j'ai écrit mon bouquin sur les théories du complot, ou quand je fais des conférences où je parle des théories du complot, je ne m'adresse pas aux théoriciens du complot que je sais déjà être convaincus d'avance. Donc, il n'y a rien. Ils sont imperméables à tout argument. Donc, ça, c'est inutile. Mais je m'adressais aux gens qui ont entendu parler de ces histoires-là et qui voulaient connaître le pour et le contre. Et je pense que je l'ai assez bien fait dans mon livre et je l'ai fait assez bien également en conférence. Mais si les gens sont littéralement embrigadés dans ces théories du complot, malheureusement, il n'y a absolument rien à faire, Yannick. Parfait. On parle maintenant des promesses électorales de Donald Trump.
Ah, Donald Trump, écoute, il n'y a pas une semaine qui passe sans que Donald ne fasse pas la manchette, et pas forcément pour le meilleur, hein. Et il y a quelques jours, il a sorti un truc, écoute, faut le dire, il y a quelques semaines, c'était la fête des pères, il avait donné une entrevue, il a joué le jeu de l'interviewé, de l'intervieweur avec son propre fils, hein, Donald Trump Jr., et son fils lui a posé une question à propos de Roswell. Donc, Roswell, pour les gens qui nous écoutent et qui savent pas de quoi on parle, 1947, l'armée américaine, dans un communiqué, annonce qu'elle a mis la main sur des débris d'une machine volante dans le désert de Roswell, au Nouveau-Mexique. Et elle dit, voilà, ce sont probablement les débris de ce que la presse, à ce moment-là, on est au tout début de l'ère moderne des ovnis. Donc, le communiqué de presse, il doit s'agir l'une de ces mystérieuses soucoupes volantes dont la presse parle beaucoup. Et puis, 48 heures après, l'armée, c'est un désaveu complet en disant, non, finalement, les débris qu'on a récupérés n'étaient simplement que les débris d'un ballon sonde. Donc, depuis, cette histoire de Roswell est devenue un peu emblématique dans le milieu des ovnis. Donc, il y a quelques semaines, lors de la fête des pères, le fils Trump demande à son père président qu'est-ce que tu vas faire avec l'affaire de Roswell? Et là, Donald Trump de prendre la balle au bon en disant Roswell, il dit, j'ai entendu des choses très intéressantes à ce sujet-là, mais bon, je peux pas trop en parler. Évidemment, ça alimente toutes sortes dans le milieu des ovnis, ça alimente toutes sortes de spéculations. Le président Trump dit qu'il sait des choses à propos de Roswell. Oui, mais il ne dit pas d'où il les tient. Il les a peut-être lus dans le journal, dans un livre. Il dit, j'ai entendu des choses. Oui, j'ai entendu des choses comme tout le monde. Il l'a peut-être entendu à la télé. Dans le fond, il ne commente pas, il n'élabore pas sur l'information qu'il a. Mais c'est vrai que la question des ovnis, ça c'est assez amusant parce que ça demeure, de toi à moi, Yannick, le phénomène ovni demeure un phénomène excessivement marginal. Si on parle dans la population en général et tu demandes aux gens, est-ce que vous vous intéressez aux ovnis? Est-ce que ça vous préoccupe les ovnis? D'abord, il y a une majorité de gens qui vont te répondre que les ovnis, ils n'y croient pas du tout. Hein? Ils ne croient pas. En fait, quand on parle d'ovnis, distinguons objets volants non identifiés versus visite extraterrestre. On a une tendance à trop rapidement faire le lien entre les deux. Puis on va revenir d'ailleurs au cours de cette émission à ce sujet-là. Donc un ovni n'est pas forcément un engin extraterrestre, mais c'est vrai que dans le langage populaire, lorsque l'on parle d'ovni, on sous-entend des visites extraterrestres. Donc si tu te demandes aux gens, est-ce que vous croyez aux ovnis sous-entendant des visites extraterrestres? En fait, 8 personnes sur 10 vont dire c'est de la foutaise. Et puis là, tu as 20% de gens qui vont dire oui, moi je crois qu'il y a des extraterrestres qui nous rendent visite. Mais ça demeure un phénomène excessivement marginal. Et pourtant, c'est pas la première fois qu'on entend parler d'OVNI dans le cadre de campagne électorale. Donc d'abord en 1976, ça nous ramène loin ça. En 1976, le président Jimmy Carter, qui avait déjà vu un OVNI, selon son témoignage, bien sûr. Il dit avoir vu un OVNI en 1969. C'était à la fin d'une soirée. Il s'était adressé au Lion Club en Georgie. Et au moment de sortir, il dit qu'il était dans le stationnement avec des amis et ils ont observé une lumière au loin qui scintillait dans le ciel. Et Jimmy Carter avait rempli à ce moment-là un rapport d'observation d'OVNI qui avait envoyé à l'une des grandes organisations de recherche sur les OVNIs civils qui existaient à cette époque, des groupes, des associations ufologiques. Il y en a eu plusieurs et aux États-Unis, il y en avait un qui était très populaire, qui s'appelait le NICAP, le National Investigation Committee for Aerial Phenomenon. Et cette organisation-là n'était pas, on s'entend bien, c'est pas un organisme étatique, c'est un groupe d'amateurs qui se sont réunis, comme ici au Québec, on a des groupes comme le GARPAN ou l'Association québécoise d'ufologie. Ce sont des groupes d'amateurs qui sont intéressés par ces sujets, qui se réunissent pour entre guillemets, enquêter sur ces observations. Donc, à ce moment-là, Jimmy Carter avait fait un rapport d'observation d'OVNI qu'il avait envoyé au NICAP. Et voilà qu'en 1976, lorsqu'il prend la présidence des États-Unis, il avait laissé sous-entendre que comme il avait déjà vu un OVNI, et comme il y avait des rumeurs comme de quoi le gouvernement avait beaucoup de dossiers sur les OVNIs qui étaient comme confidentiels et secrets, il allait peut-être voir à les rendre publics pour que les gens soient mieux informés sur la question. Et à ce moment-là, il a émis, durant son mandat, il a introduit une loi qu'on a appelée la loi de la trentaine, donc c'est-à-dire des informations qui sont
conservées secrètes pendant 30 ans, doivent être revues pour voir si elles menacent encore la sécurité nationale, pour être rendues publiques, etc. Et donc, il y a beaucoup de dossiers d'événements de type OVNI qui ont été rendus publics sous la présidence de Jimmy Carter. Mais il faut s'entendre, ce n'était pas un enjeu politique, là. Il n'a pas dit « il faut voter pour moi pour ça ». Mais bon, bref, c'était le cas. Et après ça, on sait que durant la présidence du président Clinton, lui, il était très intéressé par la question des ovnis, mais en fait pas autant que l'un de ses conseillers. Il y avait un de ses conseillers, un dénommé John Podesta, qui lui est un véritable féru des ovnis. Et il a été le conseiller du président Clinton. Et Clinton a avoué que le sujet l'avait intéressé, qu'au moment où il était en présidence à la Maison-Blanche, il avait vérifié quelques informations, notamment il était retourné un peu sur cette histoire de Roswell en 1947, puis il avait dit, bon, finalement, il n'y avait rien là-dedans, ce n'était qu'un espèce de ballon top secret de l'armée, et il dit également qu'il s'est intéressé à l'affaire de l'Area 51, la zone 51, donc c'est un endroit dans le désert du Nevada qui est situé dans un endroit très désertique, très difficile d'accès, et qui est un endroit où on développe des avions ultra secrets, notamment le F-117 Stealth Fighter a été développé là, l'avion U-2 dans les années 50 a été développé là, dans les années 60, on a développé le SR-71 Blackbird, et au moment où on se parle, on est en train de développer la nouvelle génération de drones qui seront utilisés par les militaires sur les terrains de combat. Donc c'est un endroit de développement avionique ultra top secret. Et depuis les années 80, il y a une rumeur qui voudrait que quelque part dans ces installations secrètes, on aurait des ovnis, on développerait de la technologie tirée de ce savoir extraterrestre. Donc, alors Clinton dit, j'avais entendu parler également de ces rumeurs sur la zone 51, j'ai vérifié, et finalement on ne fait que développer des avions. Évidemment, c'est pas une réponse qui satisfait les amateurs d'ovnis, qui continuent de croire qu'on nous cache des choses. C'est peut-être vrai aussi, là. Mais bon, le fait que le président l'ait dit, ça va pas au-delà de ça. Mais on voit que la question des ovnis était un peu récurrente. Donc, elle revient avec Bill Clinton. Ce fameux John Podesta, qui était le conseiller de Clinton, a été aussi le conseiller de Barack Obama. Et lorsqu'il s'est retiré du conseil de Barack Obama, il est devenu le directeur de la campagne électorale d'Hillary Clinton qui affrontait en 2016, rappelle-toi, justement, ce Donald Trump. Et au moment de se retirer, ce John Podesta avait dit « Ce qui m'attriste le plus en quittant l'administration américaine, c'est de ne pas avoir réussi à rendre public tous les dossiers sur les ovnis. » Donc, bang, c'est la balle qui rebondit à nouveau. Et durant sa campagne électorale contre Donald Trump, Hillary Clinton avait déclaré à la télévision, dans une émission du soir, elle avait dit « Écoutez, si je suis élu à la présidence des États-Unis, je vais ouvrir une enquête sur la question des ovnis. » Et ce qui avait un peu surpris, parce qu'on se disait, son mari avait dit qu'il avait lui-même vérifié ces informations, qu'il n'y avait à peu près rien là-dedans, et voilà qu'Hillary Clinton reprend cette histoire-là. On est toujours un peu amusé de voir comment ce sujet des ovnis, qui est quand même un sujet excessivement marginal, devient un peu par la bande une espèce d'élément rhétorique dans le discours des politiciens. Et cette semaine, encore une fois, on a beaucoup parlé des ovnis cet été, on va revenir là-dessus, mais on a beaucoup parlé d'ovnis cet été. Et bien sûr, le président Trump a été bombardé à quelques reprises de questions à ce sujet-là. Et il y a quelques jours, il était l'invité de Lou Dobbs à une émission de Fox. La seule véritable télévision aux États-Unis valable pour le président Trump, c'est le réseau Fox. Donc, il était l'invité de Lou Dobbs qui anime une émission d'économie. C'est un espèce d'analyste économique pour le réseau Fox. Donc, Trump est son invité. On y parle pendant de longues minutes de la reprise économique aux États-Unis, etc. Et voilà que Lou Dobbs se lance dans une question sur les ovnis pour Donald Trump. On écoute, puis je commenterai vers la suite. A lot of my friends are very concerned about what the federal government is doing when it comes to UFOs. So if I could just ask you, are you going to commit more resources to exploring UFOs and open the documents to the public? Well, I think you're probably in this country, you're the UFO expert. So I'm going to be totally guided by the great Lou Dobbs, and I will tell you that I'll do whatever you ask me to do, including total transparency. And I got to tell you, there's probably some pretty good transparency needed there. There's no doubt about that.
Donc, ce qui mentionne Lou Dobbs, c'est qu'il y a de ses amis qui se posent certaines questions par rapport aux objets volants non identifiés. Il demande au président qu'est-ce que vous allez faire avec ça. Et le président dit, vous êtes la référence pour ce qui est des ovnis. Et je suis prêt à faire tout ce que vous allez me demander. Voilà. Si vous voulez de la transparence, je vais le faire. Donc, on voit que la façon dont Trump badine un peu avec la question, on voit qu'il prend pas ça très, très au sérieux. Mais c'est vrai que dans l'actualité américaine, cette question des ovnis revient régulièrement. Et donc, c'est la deuxième fois en quelques semaines. D'abord, lors de cette entrevue avec son fils où Trump était revenu sur l'affaire de Roswell. Et là, voilà à Lou Dobbs, il répond, je vais peut-être faire preuve de transparence. Mais c'est une situation, on le voit, qui alimente énormément d'intérêt, et même si c'est un sujet qui reste marginal, je pense pas que les gens vont arrêter de vivre demain matin à savoir si le président Trump va rendre public ou non des dossiers sur les ovnis. Mais c'est un sujet effectivement qui est dans l'air et qui amuse. D'un côté, il y a ces gens qui le prennent très très au sérieux et qui pour eux voient dans le discours de Trump presque une promesse vers une transparence. Puis de toi à moi, Yannick, on ne peut pas être contre la vertu, hein? C'est-à-dire que qu'on croit ou non aux visites extraterrestres, de savoir que le gouvernement a peut-être des dossiers avec de l'information qualitative sur ce sujet, je pense qu'il est d'un intérêt de savoir qu'est-ce que ça contient. Hein? Si ça contient rien, tant mieux pour certains, tant pis pour les autres. Et si c'est l'inverse, c'est l'inverse, tu comprends? Mais on ne peut pas être contre la transparence et l'information et la culture. Donc voilà que le sujet comme ça qui revient, et j'imagine que beaucoup d'amateurs d'ovnis voient là-dedans une espèce de promesse. Pour d'autres, ça amuse et on se dit, tiens, pourquoi pas cette question des ovnis, encore une fois, ramenée sur le tapis de la Maison-Blanche. C'est un sujet, effectivement, dont on va certainement reparler au cours des prochaines semaines puis des prochains mois. Il m'est arrivé quelque chose ici cet été, mon cher Christian. Vas-y, Yannick. Et là, je me dis, tiens, je me lance. Je vais y dire enfin. J'ai vu un objet volant non identifié. Ouais. OK. Il était 2h15 du matin. Je sors de mon véhicule, je regarde dans le ciel, puis je vois quelque chose de lumineux qui va bien droite par, si je ne me trompe pas, c'était vers le nord-est. Le nord-est. Et là, je vois ça, puis j'observe ça pendant plusieurs secondes. Là, je me dis... Ça ne scintille pas, ça clignote pas, ça reste lumineux, ça se déplace très vite. Voilà. Puis là, plus vite qu'un avion, mais beaucoup moins vite qu'un satellite. Là, je peux pas croire que ça m'arrive à moi enfin. Depuis le temps que j'y rêve. Fait que là, je rentre ici, puis là, je me dis... il va falloir que je raconte ça à Christian. Fait que je suis aussi bête de faire mes recherches un peu. Et j'ai eu un petit doute. J'ai été voir l'horaire pour ce qui est de l'observation de la station internationale. Et oui. Puis c'était ça. Fait que j'étais un peu déçu. Fait que mon ovni est devenu un objet volant non identifié, maintenant identifié. Et beaucoup de gens m'ont écrit durant l'été parce qu'effectivement, on avait d'excellentes... on a eu un été tout à fait fantastique jusqu'à maintenant. Beaucoup de nuits avec un beau ciel étoilé et la station spatiale, elle était visible. Donc, il faut savoir que la station spatiale met grosso modo 90 minutes à faire le tour de la Terre. Donc, à peu près tous les 90 minutes, on a le retour de ce point très, très lumineux. Au moment où on se parle, si on regarde vers le sud, on peut voir deux points lumineux qui assez brillants dans le ciel et qui sont, au cours des dernières semaines, il y a un peu un écart entre eux. Là. Ça, c'est la planète Jupiter et la planète Saturne que l'on voit. Donc, ça, c'est beaucoup de gens m'ont écrit en me disant « je vois deux points lumineux dans le ciel. » Donc, ça, c'est pour l'été, là, on a vu beaucoup la planète Jupiter et la planète Saturne. Mais effectivement, sur cette trajectoire, arrivant si on peut dire, du sud-ouest et allant vers le nord-est, on avait tous les 90 minutes, et on peut le voir encore aujourd'hui, là, c'est encore la même trajectoire, ce point excessivement lumineux, beaucoup plus lumineux qu'une étoile, moins brillant qu'un avion, mais qui reste quand même très, très lumineux et qui ne scintille pas, qui ne clignote pas, et c'est la station spatiale, effectivement. Ça va vite en tabarouette. Oui, effectivement. Dis-toi que ça prend quand même 90 minutes de faire le tour de la Terre, donc ça va très, très vite. Là, 90 minutes de faire le tour de la Terre. Ça doit coûter cher de diesel? Non. Pas trop. Pas trop. Un coup qui est mis en orbite, ça coûte moins cher. Ah, ça a de l'air. C'est de l'envoyer là qui coûte cher. Hein, tu comprends? Faut poser la question à Elon Musk. Oui, parlons-en d'Elon Musk. Tu voulais parler de M. Musk et de ses pyramides? Oui, parce qu'Elon Musk, c'est ça, il fait pas toujours parler de lui pour non plus comme Trump pour les meilleures raisons. Donc, on le sait, c'est Elon Musk, c'est le père de SpaceX, c'est le père également de la voiture Tesla.
Tesla, donc un individu qui est impliqué dans le domaine de la recherche, de l'innovation technologique. Mais Elon Musk est également connu pour des tweets qui parfois se retournent un peu contre lui. Il a tendance à dire souvent un peu n'importe quoi. Et là, ben voilà qu'il y a à peu près une semaine et demie, il lance comme ça. C'est un tweet qui est très très court. Hein. Il dit simplement « Oh, les pyramides ont été construites par les extraterrestres ». Alors, évidemment, ça l'a fait beaucoup réagir d'historiens et d'archéologues, mais ce qui est assez surprenant, ça l'a fait réagir également. On voit que la nouvelle s'est répandue à travers le monde et ça l'a fait réagir une dame qui s'appelle Rania El-Machat et c'est la ministre égyptienne du Tourisme. Elle était autrefois attachée à la coopération internationale. Donc, quand elle a entendu ou elle a lu le tweet de Elon Musk, elle a réagi en disant « Mais ça, c'est épouvantable de continuer à dire des inepties pareilles » et elle a invité Elon Musk à se rendre en Égypte pour pouvoir se documenter sur les pyramides, se documenter sur le travail des archéologues et de visiter les sites parce qu'il faut quand même se dire que on a quand même les tombes des gens qui ont construit ces pyramides, on a le marteau, on a les outils, donc c'est assez amusant parce que cette histoire de pyramides et des extraterrestres, ça me fait penser à, dans l'univers du paranormal et de l'étrange, une bonne histoire ne meurt pas. Hein? On a beau arriver avec une explication, tu peux être certain que cette explication-là va tomber dans l'oubli pour qu'on puisse raviver le mystère. Il y a certainement eu autrefois, il y a 50, 60 ans, il y a un siècle, il y avait bien sûr cette énigme des pyramides. Mais au moment où on se parle, Yannick, en 2020, l'énigme de la Grande Pyramide, ça n'existe plus. On sait qui a construit la pyramide, on sait comment ils s'y sont pris pour le faire. On a même retrouvé le journal d'un des administrateurs du pharaon Khufu, la grande pyramide dite de Khéops. Khéops, c'est le nom grec. Le nom du pharaon, c'était Khufu en langue égyptienne. Le grand pharaon Khufu, bien évidemment, avait des administrateurs qui voyaient un peu à la bonne marche de ce travail. Et l'un de ces administrateurs, un dénommé Mérer, on a retrouvé son journal et on voit là-dedans, il dit, bon, je suis allé à telle carrière, j'ai acheté, on a pris 10 blocs, on les a mis sur le bateau. Donc, il décrit ce travail-là au quotidien du transport des blocs. On a retrouvé au cours des dernières années, en faisant des travaux autour de la pyramide, les rampes, des parties de rampes qui ont servi à transporter les blocs. On a retrouvé également des parties de canaux qui servaient à inonder l'environnement de la pyramide pour pouvoir déplacer les blocs sur des espèces de radeaux. Et il y avait un port qui était directement aménagé au pied de la pyramide. Ça, ce sont des découvertes qui remontent au cours des 30-40 dernières années et qui ont permis de mieux comprendre le travail des Égyptiens de l'époque, comment ils ont construit cet énorme édifice. Mais ça enlève le rêve. Tu comprends? Ça désenchante. On aime imaginer le monde avec des éléments qui sont enchanteurs, qui sont extraordinaires. Et la pyramide, quand on apprend que ce sont des gars qui ont tapé avec des marteaux, puis qui ont coupé des blocs, puis ils ont transporté. D'ailleurs, la pyramide, on sait aujourd'hui, grâce à des techniques non invasives, donc on n'a pas besoin de défaire le mur, on peut voir à l'intérieur comment c'est fait, que la pyramide... De l'extérieur, c'est très, très beau, mais à l'intérieur, les blocs ont été mis un peu n'importe comment. Tu comprends? Donc, c'est une grosse coquille. La coquille de l'extérieur, elle est belle. De l'intérieur, quand tu vois, par exemple, les chambres funéraires, celle du pharaon, celle de la reine, et il y a une chambre de remise qui est plus basse, ces chambres-là sont parfaitement aménagées, les corridors sont remarquablement, les blocs sont placés de manière extraordinaire. Il n'y a pas de joint, il n'y a pas de jour entre, c'est parfait. Mais le reste, à l'intérieur, les blocs sont placés rapidement un peu du n'importe comment, puis on remonte ça. Donc, on connaît tout ça grâce à des techniques de non-invasives. Comme je l'ai mentionné, on est capable de photographier, radiographier le monument pour voir comment il était construit. Donc, il n'y a plus beaucoup de mystères. Je te dirais que si tu parles à des archéologues, le plus grand mystère de la pyramide n'est pas sa construction, mais l'organisation. C'était des milliers, on parle de peut-être entre 10 000 et 30 000 ouvriers qui travaillaient 10 mois par année sur des chiffres de 24 heures, c'est 24 heures sur 24. Donc, ces gens-là n'étaient pas, contrairement à ce que certains ont dit, parce que je me rappelle, on a eu au cours de l'été également ce mouvement, le Black Lives Matter, et
et ça a été une prise de conscience généralisée, mais il ne faut pas non plus tomber dans des excès ridicules. Et là, j'en ai vu à un moment donné, on devrait détruire les pyramides parce qu'elles ont été construites par des esclaves noirs. Attention, il faut se rappeler que les gens en Égypte, oublions Cléopâtre avec la Cléopâtre version Hollywood, là, il faut oublier ça parce que en réalité, les gens de l'Afrique du Nord étaient des Noirs. Donc, les Égyptiens étaient des Noirs et les gens qui ont construit les pyramides étaient des Noirs également. Et ces gens-là, contrairement à ce qui a été véhiculé, n'étaient pas non plus des esclaves. Ces gens-là travaillaient au chantier de la pyramide parce qu'il faut savoir que la période des moissons en Égypte dure à peu près 2 mois. Donc, on a la crue du Nil, on travaille au champ pendant à peu près 2 mois. Et ensuite, ces gens-là avaient la possibilité de rester chez eux, mais là, il n'y a plus de travail. Or, le pharaon offrait d'accueillir ces gens-là dans un immense chantier qui était le chantier de la pyramide, et ces gens-là étaient nourris et logés. Donc, c'était pas des esclaves, c'était des travailleurs rémunérés en échange du gîte et de la nourriture pour construire le chantier de la pyramide. Donc, il faut pas tomber non plus dans des excès un peu ridicules, là, et ça, c'en était un, là. J'ai vu ça passer cet été, j'ai dit, c'est quand même incroyable. Donc, le chantier de la pyramide, c'est plutôt, ce qui pose problème au niveau des historiens, c'est plutôt l'administration du chantier. Comment ces gens-là faisaient pour voir à apporter la nourriture, à apporter le gîte à tous ces gens-là, comment ces gens-là travaillaient pour réussir à construire ça de telle ou de telle manière sans que les équipes, finalement, se marchent sur les pieds. C'est quand même un chantier qui, il faut se le rappeler, on est dans l'Antiquité. Les pyramides ont été construites il y a à peu près, c'était 2500 ans avant Jésus-Christ, grosso modo. Donc, on est un chantier énorme et on est dans l'Antiquité, là. On est quelques millénaires après la sortie du Néolithique, là. C'est quand même extraordinaire. Il est là, le mystère. C'est l'administration du chantier, pas la construction du monument. La construction du monument, elle est bien expliquée. Les historiens, les archéologues savent très, très bien comment ça a été construit. Bref, notre Elon Musk qui est allé d'un commentaire qui a fait beaucoup réagir et qui a choqué beaucoup d'historiens parce que la problématique de cette idée que des extraterrestres auraient construit les pyramides, et on a également la même hypothèse, on a déjà fait une émission là-dessus, Yannick, c'était la théorie des anciens astronautes. Donc, les extraterrestres ont construit les pyramides d'Égypte, ils ont déplacé les statues de l'île de Pâques, ont fait les grandes constructions du peuple maya, les grandes constructions du peuple inca. Le problème de ça, c'est qu'on est en train de spolier des civilisations tout entières, de réalisations remarquables qu'ils ont fait. Tu comprends? Rendons hommage aux Égyptiens qui ont construit des pyramides, rendons hommage aux Mayas qui ont construit le temple au milieu de la jungle, et rendons hommage au peuple Rapanui qui ont réussi à construire, à tailler d'abord les statues de l'île dans le cratère du Ranuraraku, les transporter, les relever. C'était des œuvres, c'était des chantiers qui étaient colossaux, c'était remarquable. Et ces gens-là ont fait ça, comme on dit, avec de l'huile de bras, là, et ça, c'est remarquable. Arrêtons de leur voler leur travail pour l'attribuer à quelques extraterrestres arrivés à bord de soucoupes volantes. Ça, c'est un peu ridicule. Et émerveillons-nous plutôt sur l'œuvre que ça a été de construire, d'aménager un chantier comme celui-là pour faire une telle réalisation. Et ça, malheureusement, c'est ce que nous a sorti Elon Musk, qui aurait dû à ce moment-là, je pense, garder son commentaire pour lui. ChristianPage.ca pour avoir accès à tes livres. Il y en a un autre qui s'en vient bientôt. Oui, en fait, là, il y en a un qui est sorti au mois de mai. Et d'ailleurs, je vais t'en parler un peu après la pause, si tu veux. C'est le dossier Mystère 3. D'ailleurs, on va se permettre d'en faire tirer un à un membre de l'auditoire. Et j'en ai un autre qui est en préparation. Ça, c'est le livre que les ufologues veulent pas voir, qui va s'intituler « OVNI au Québec ». Et je dois t'avouer, Yannick, que celui-là a été difficile. Je ne l'ai pas encore terminé parce que, comme beaucoup de gens, j'ai été un peu affecté par cette histoire. Je n'avais pas la tête à écrire un bouquin durant cette période de COVID. Donc, j'en suis encore à parachever l'ouvrage en question. Mais c'est un ouvrage dans lequel je me suis dit, il est temps qu'on brise un peu l'omerta des ovnis. Les ufologues, autant au Québec qu'à l'étranger, ils nous roulent un peu dans la farine. Ils nous racontent des bobards. Et ce qui est le plus triste,
Puis je l'avoue humblement, j'ai été pris là-dedans. J'ai été embrigadé dans ces histoires-là. Tu sais, les gens, des fois, me sortent des vidéos en me disant, ou on me critique en disant, puis la critique est correcte, là. Les gens ont le droit à leur opinion, mais des gens disent, oh, c'est drôle parce que Christian Page, dans une vidéo X ou Y, il dit, oui, ça c'est vrai, telle observation d'OVNI était remarquable. Et là, tout d'un coup, aujourd'hui, il dit, non, c'était pas si remarquable que ça, finalement. Quand ça fait très longtemps, comme moi, qu'on est dans ce milieu-là, ça fait quand même, Yannick, ça fait plus de 40 ans que je suis là. Tu as commencé jeune? J'ai commencé très, très jeune. Ça fait plus de 40 ans que je suis là. Et certaines des vidéos qu'on évoque, ce sont des vidéos qui datent des années 80 ou des années 90. Mais tu sais, Christian Page en 1992, puis Christian Page en 2020, là, il y a 30 ans que se sont écoulés. La pensée change, hein. Et en fait... Et les connaissances? Oui, les connaissances. Et l'une des choses qui m'a... Et je le raconte dans le bouquin, l'une des choses qui m'a le plus transformé, Yannick, c'est le fait d'avoir fait des séries documentaires. Comme à peu près tous les ufologues au Québec, moi... Là, je vais te révéler quasiment le gros punch de ce livre qui s'en vient là, sur les ovnis, mais le gros punch, c'est que dans les années 80 ou 90, quand j'ai commencé dans ce milieu-là, j'étais comme tous les ufologues. Je lisais des livres, hein, c'est une connaissance livresque, je lisais des livres, je lisais des magazines, parce que à l'époque, il n'y avait pas de télévision spécialisée. Il faut rappeler que Canal D est arrivé en 1995 et les autres chaînes spécialisées, surtout à partir des années 2000. Donc, à l'époque, dans les années 80 ou 90, là, il n'y avait pas d'émission de télé là, sur le paranormal, les ovnis, tout ça, ça n'existait pas. Aujourd'hui, il y en a une pratiquement tous les jours, puis chaque saison apporte son lot de nouvelles séries sur ces sujets-là. Mais à l'époque, il n'y en avait pas. Il y avait eu une série, de temps à autre, il y avait des séries américaines, In Search of, Unsolved Mysteries a commencé à la fin des années 80, mais c'était un peu des accidents, que je pourrais dire, dans sur les chaînes de télévision, là, ce genre de trucs-là. Et de temps en temps, il y avait, je sais pas, Claire Lamarche qui faisait une émission sur les extraterrestres, mais là encore là, c'était très occasionnel. Il n'y avait pas une présentation soutenue de ces sujets-là. Alors moi, comme n'importe quel jeune de cette époque, je lisais des livres, je lisais des magazines, j'étais abonné, il y avait des organisations qui existaient en France, en Angleterre, aux États-Unis, des organisations ufologiques. Chacune de ces organisations publiait son fanzine, son petit magazine interne pour les fans. Donc j'étais abonné à tous ces trucs-là, je recevais ça chez moi, je lisais ça, et j'étais embarqué là-dedans. Et puis est arrivé le jour de la révélation. Ça s'est pas fait en une journée, là. Ça a été un choc qui a pris des années à avaler. Hein, tout ça a commencé progressivement en 2000, lorsqu'on m'a demandé de faire une première série documentaire sur les ovnis. C'était pour le compte de Zone 3. C'est une série qui s'est appelée Enquête sur les ovnis, qui avait été diffusée à Z-Télé à l'époque. Et à travers cette série-là, pour la première fois, donc, je m'étais envolé, j'étais allé partout dans le monde et je jouais le rôle du journaliste qui enquête sur les ovnis. Et là, peu à peu, je rencontre des auteurs, je rencontre des témoins, je rencontre des gens, des policiers, des gens qui ont été impliqués dans des incidents. Et peu à peu, puis après ça, évidemment, ça va être suivi par d'autres séries, hein, Force obscure, à la recherche des reliques saintes, les crimes occultes, les enfants tueurs. Et à travers ça, progressivement, ce que j'ai découvert, c'est qu'on nous ment à tour de bras. En fait, 90% avant ces événements-là, je croyais 90% de ce que je lisais. Que ce soit des livres, des magazines, je lisais une histoire d'ovni, une histoire de fantôme. J'étais persuadé, puis on l'apprend à l'école, c'est un peu un mécanisme. Hein. À l'école, on nous apprend que ce qui est dans les livres est vrai. En tout cas, je ne sais pas pour toi, mais moi qui ai fréquenté les écoles dans les années 60-70, c'était comme une espèce d'acquis. Hein? Si c'est dans le livre, c'est vrai. Donc, je lisais des livres et j'appliquais la même logique un peu boiteuse que si c'était dans le livre, ça devait être vrai. Et je croyais 90% de ce que je lisais, que ce soit en livre ou en magazine. Et quand j'ai commencé à faire de la télé de cette manière-là, à faire du documentaire, à rencontrer des gens, là, tu découvres que c'est plutôt l'inverse. 90% est de la bullshit.
c'est du n'importe quoi. Les gens, les auteurs de livres sur les ovnis écrivent ce qu'ils veulent parce qu'ils veulent te vendre leur salade. Ils transforment les faits. C'est pas ça que le témoin a dit. C'est pas ça que les policiers ont raconté. En fait, la vérité leur importe peu. C'est l'argent que ce livre-là va rapporter qui les importe. Tu as tout compris. Et ce qui est le plus malheureux... Ah, écoute, je te dis, ça va choquer cet ouvrage-là. Ce qui est le plus malheureux, c'est que l'ufologie, au moment où on se parle, en 2020, là, l'ufologie est contrôlée, je te dirais, par une vingtaine de personnes à l'échelle internationale. Tu as une vingtaine, ce qu'on pourrait appeler les bonzes. Là, hein? Donc, ces 20 personnes-là, à peu près, c'est ceux que tu vois, dès que tu allumes la télé, tu vois un documentaire aux États-Unis, tu es sûr que tu vas voir défiler ces gens-là. Les Nick Pope, les Stanton Friedman, les Richard Nolan, ce sont les vedettes. Hein? Ils sont une vingtaine de vedettes. Ces gens-là nous roulent dans la farine. Ces gens-là ne veulent que du fric. Ces gens-là veulent être à la télé. Ils veulent être les vedettes. Et ces gens-là disent des bêtises énormes. Et les gens, et on le comprend, les ufologues qui sont à la base, et on parle par exemple des ufologues au Québec qui s'intéressent à la question des ovnis, bien évidemment, ils n'ont pas le moyen de vérifier ça. Là. Ils ne peuvent pas dire « Ah, ben, je vais prendre l'avion et je vais aller demain matin à Los Angeles pour voir si c'est vrai que les policiers ont dit ça ou ça. » Ils n'ont pas le moyen de faire ça. Donc, ils font confiance à ces gens-là. Et ces gens, et bien sûr, les ufologues, ils sont un peu victimes, on en a parlé un peu plus tôt dans l'émission, de ce biais de confirmation. Je crois aux ovnis, puis Richard Nolan, il dit que c'est vrai les ovnis. Donc, il dit son discours correspond à ce que je crois. Et les gens ne veulent pas tant la vérité qu'être rassurés dans ce qu'ils croient. Je crois telle chose et le discours que j'entends me rassure que j'ai raison de croire ça. Et ces gens-là le savent bien. Donc, ils racontent des choses qui font plaisir à entendre, mais ces gens-là savent très, très bien qu'ils déforment, travestissent les faits. C'est épouvantable. Ce que j'ai découvert, Yannick, il m'a fallu des années, mais au fur et à mesure où je faisais ces séries de télé-là et que je découvrais ça, ça a été un choc pour moi aussi, là. Je ne suis pas levé un bon matin en disant « Oh, wow, c'est merveilleux ». Non, progressivement, je me disais, ces gens-là, pendant des années, ils ont abusé de moi. J'ai cru, je lisais leurs livres, là. Et ces gens-là me mentaient et je croyais ce qu'ils me disaient. Ils venaient, j'allais dans les librairies, j'achetais leurs livres. Ils me volaient littéralement en me racontant toutes sortes de salades que dès j'ai pu vérifier le contenu de ça pour découvrir que tout ça était de la foutaise. Ça s'était jamais passé comme ça. Et progressivement, ben, on se réveille d'un long cauchemar. Tu comprends? C'est pendant des années, j'ai été la victime de ces escrocs. Et aujourd'hui, malheureusement, ben, les ufologues qui n'ont pas le moyen de vérifier ces informations, ben, continuent de croire. Ils écoutent ces gens-là, ce sont les bonzes, hein? Ce sont les voies à suivre, ce sont nos idoles. Et on les écoute et on croit ce qu'ils disent. Mais je peux t'assurer, Yannick, si ces gens-là étaient tenus responsables des propos qu'ils disent, s'ils appartenaient à une fédération académique, un milieu reconnu, ces gens-là auraient non seulement été blâmés, mais beaucoup d'entre eux auraient été tout simplement bannis. Ces gens-là mentent éhontément pour nous vendre leur salade. Christian, bon, écoute, c'était quasiment éditorial, là, mon truc. Ben oui. Christian, est-ce que tu voulais faire tirer ce livre-là ce soir ou tu veux le faire pour dans les prochaines semaines? Ben non, on peut le faire ce soir. Donc, c'était ce livre, c'est le dossier Mystère 3 qui est passé un peu sous le radar, malheureusement, parce qu'il devait sortir au mois de mars. Bon, je te rappelle, Yannick, qu'en 2000, de mémoire, c'était en 2008, j'ai sorti les livres Dossier Mystère, tome 1, tome 2. Qui représentait les 2 premières saisons de la série Dossier Mystère qui avait été diffusée à Canal D. Mais le problème, pourquoi des livres quand on a une série télé? Ben parce qu'évidemment, quand on fait des séries comme celle-là, on accumule énormément de matériel. Le problème en télé, c'est qu'on a un aiguillage qu'on doit respecter. Donc, je fais une recherche, je rencontre des gens, des témoignages, et puis on aurait, par exemple, pour une histoire, on aurait du matériel pour faire un documentaire de 2 heures. Et là, on a l'aiguillage du réseau. Lui, Canal D me dit, non, Christian, cette histoire-là, là, elle doit tenir dans 12 minutes. Donc, j'ai 12 minutes pour réduire une histoire qui dure 2 heures. Donc, c'est ce que l'on fait.
Et on le fait bien, je pense, mais il y a énormément de matériel qui n'est pas utilisé, qui n'est pas évoqué, et là, malheureusement, ça va dormir dans des classeurs. Et c'est la raison pour laquelle j'ai fait ces fameux dossiers mystères en 2008, les livres tome 1, tome 2, qui venaient compléter, en fait, de l'information qui n'avait pas été véhiculée dans l'émission de télé. Et il y a eu également une saison 3 dossiers mystères qui n'avait jamais eu une vocation littéraire, si je peux dire. Donc, il y a eu cette version télé, mais encore là, tout le matériel qui avait été colligé durant le tournage de la série dormait dans mes archives. Et mon éditeur me dit que ce serait le fun de compléter avec un dossier mystère 3. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, c'est une trentaine d'histoires qui ont été présentées dans la série Dossier mystère 3, donc du matériel qui n'a pas été utilisé, donc qui sont résumés là-dedans avec le matériel, tout ça, des commentaires que je fais également sur la recherche que j'ai fait. Donc ça, c'est sorti, cet ouvrage-là, Dossier mystère 3. Il n'est pas nécessaire d'avoir lu le 1 ou le 2 avant, là, ça n'a aucun lien. C'est simplement que c'est dans la foulée de la série Dossier mystère. Les gens, d'ailleurs, me demandent beaucoup... qui ont lu Dossier mystère 3 me demandent est-ce qu'on peut se procurer encore le 1 et le 2. Malheureusement, non. Les ouvrages sont, comme je l'ai mentionné, ont été publiés en 2008. Ils sont depuis épuisés. Donc, l'éditeur de l'époque, j'ai essayé de négocier avec lui pour racheter mes propres droits d'auteur, mais bon, je me suis heurté à un mur, là. Ça serait trop compliqué à rentrer dans le détail administratif, mais disons que les chances de voir une réédition de Dossier mystère, tome 1, tome 2, est peu vraisemblable. OK. Donc, voici les façons de faire pour gagner ton livre, Christian. Parmi les auditeurs actifs sur la page Facebook de Radio X-Files, vous êtes déjà dans le panier. Et pour tous ceux qui s'ajoutent, vous allez être aussi dans le panier. Puis je vais faire le tirage dans à peu près une quinzaine de minutes, OK? Donc, vous allez sur Facebook, vous tapez Radio X-Files, vous cliquez « J'aime » sur la page Facebook, et automatiquement, vous allez être dans le panier. Puis, je choisirai un homme ou une femme ou autre. Aujourd'hui, il faut dire autre, dans quelques minutes. OK, on va en pause. OK. Radio X-Files avec Christian Page et Marceau, Radio X. Beaucoup de questions qui sont rentrées dans les dernières minutes quand on a parlé de l'observation de la station internationale qui est dans le ciel. Les gens demandent quand est-ce qu'ils vont pouvoir la voir. L'horaire est assez simple, c'est bien indiqué. Vous allez sur le site de la NASA et vous allez dans la catégorie Follow NASA et ensuite Spot the Station, puis vous allez avoir l'horaire qui est là. Tout est bien indiqué, tout est très clair. Bon. Oui, monsieur. Écoute, Yannick, moi aussi, j'ai vu passer les commentaires. Il y a qu'une chose, je veux préciser, j'ai vu un commentaire. On a parlé en début d'émission là, de toute cette histoire de COVID-19. J'ai évoqué, quelqu'un qui a une cure miracle, l'hydrochloroquine, pardon. Et là, quelqu'un dit, traiter le docteur Raoul de charlatan. Non, c'est pas ça qu'on a dit, là. Je veux pas créer une ambiguïté, là. Les gens, je l'ai bien dit, je veux bien le préciser, dans les milieux académiques, dans les milieux scientifiques, c'est très rare qu'on a 100% d'un accord, là, qui est partagé par tout le monde. Il y a toujours des voix qui sont dissidentes. Ces voix dissidentes représentent une minorité dans le milieu. Ça veut pas dire qu'ils ont tort, puis ça veut pas dire que ce sont des charlatans. La seule chose que l'on dit, c'est que ces gens-là, généralement, et c'est le cas par exemple du docteur Raoul, c'est un peu comme un ovni dans le milieu médical. C'est-à-dire que son discours n'est pas partagé par l'ensemble de ses collègues. L'histoire va peut-être lui donner raison, puis peut-être qu'on va dire on aurait dû écouter ce qu'il disait. J'ai jamais dit qu'il était un charlatan. Je dis seulement qu'il fait partie d'une minorité. Son discours n'est pas partagé par l'ensemble de ses collègues. Donc, je ne veux pas qu'il y ait d'ambiguïté là-dessus. Là. Le fait d'être marginal ne fait pas de vous un charlatan pour autant. Mais il faut reconnaître qu'il est un marginal. C'est la différence entre la radio et écouter un documentaire à la télé. Des fois, à la radio, on conduit en même temps, donc on n'est pas tout à fait attentif. Et là, tout d'un coup, on entend une bride de quelque chose, puis on fait notre opinion sur ce qu'on vient d'entendre, tu sais. Alors que tu t'as effectivement pas dit que le docteur Raoul était un charlatan. Non, c'est ça, absolument pas. Puis, tous ceux qui ont des discours qui vont à l'encontre de l'aval scientifique général, par exemple, le scientifique qui dit on devrait pas porter de masque parce que ça sert à rien,
peut-être que l'histoire va lui donner raison. Là, je sais pas. Je dis pas que c'est... Moi, je suis pas un virologue, je suis pas un spécialiste. Je fais que regarder, je me dis, bon, ben l'ensemble de la communauté scientifique, majoritairement, dit que c'est bien de porter un masque. Donc, voilà, ça, c'est eux qui le disent, mais c'est sûr que je sais pertinemment qu'à côté, il y a une minorité de gens qui, certains, ont des formations académiques tout à fait impressionnantes, qui eux, disent non, ça n'a pas d'utilité. Je le reconnais. Et ces gens-là ont peut-être raison aussi. Là. Je dis pas parce que tu fais partie de la minorité que tu es un charlatan. Et ça, je veux pas qu'on me fasse dire des choses que je n'ai pas dit. Mais je sais, comme je suis pas un spécialiste, j'essaie de m'en remettre à une espèce d'aval, une espèce de quelque chose qui est une espèce de consentiment entre tout le milieu académique pour dire, ben voici les règles de santé publique sont les suivantes. Et ben voilà, c'est simplement ça. J'essaie de suivre un peu la cadence de ce que dit la communauté scientifique en général, en étant bien conscient et en écoutant aussi. Il y a un discours qui est différent. Il y a une minorité de chercheurs qui ont des discours différents. J'en prends note également. Je lis ce que ces gens-là disent, j'en prends note. Et j'essaie de départager un peu là-dedans. Mais c'est pas parce qu'on fait partie d'une minorité de gens qu'on est fondamentalement charlatan. Je n'ai jamais dit ça. Voilà. On parle maintenant du nouveau programme des États-Unis d'enquête sur les objets volants non identifiés. Voilà, parce que, bon, pourquoi on pose cette question à Donald Trump? On le fait entendre un peu plus tôt. Et c'est vrai que cet été, probablement l'une des nouvelles qui a le plus attiré l'attention, on en a beaucoup parlé, c'est cette histoire. On apprend que le Sénat américain, ils ont déposé une espèce de loi et ils vont mettre de l'avant un programme d'enquête sur les ovnis. Et tout ça c'est très ambigu. Et ça devient excessivement flou. Donc, il faut quand même regarder un peu ce qui s'est passé au cours des dernières années et on en vient à quoi aujourd'hui, puis essayer un peu de faire départager un peu tout ça. Donc, l'affaire commence en fait en 2017. En décembre 2017, le New York Times rend public, il publie un article en disant que le gouvernement américain, au sein possiblement de la US Navy, il y avait un programme d'enquête sur les ovnis dont l'acronyme était ATTIPP, qui en français voudrait dire programme d'identification, programme avancé d'identification de menaces aérospatiales. Donc, c'est ce que veut dire le programme. Et on apprend par une personne qui dit être ou avoir été le directeur de ce programme-là, un certain Luis Elizondo. Lui, il dit, voilà, entre 2008 et 2012, le gouvernement américain a consacré 20 millions de dollars à étudier les phénomènes aérospatiaux non identifiés. Et avec ça, rapidement, le New York Times met en ligne 2 vidéos qui auraient été tournées lors d'incidents impliquant des avions de la US Navy, un en 2004, l'autre en 2014. Pour celui de 2004, on parle du Nimitz, d'un porte-avions, le Nimitz, qui était au large de San Diego. Et pour les événements de 2014, on parle du Roosevelt, qui était du côté à la frontière de la Floride et de la Géorgie, dans ces eaux-là. Donc, des incidents impliquant des avions américains avec des phénomènes aériens non identifiés. Donc, on a 2 vidéos et un troisième très rapidement qui apparaît. Et tout ça soulève énormément de discussions parce que, officiellement, Yannick, si tu avais adressé au département de la Défense une demande citoyenne, l'accès à l'information, tu aurais adressé une demande pour dire où on en est avec la question des ovnis, le département de la Défense t'aurait répondu que l'armée américaine s'était retirée de l'étude des ovnis en 1969. Donc, version officielle, en décembre 1969, l'armée de l'air américaine met fin à son fameux projet Blue Book, dont on a tiré une série de divertissements. Là, on a fait une espèce d'adaptation très, très libre de ça à la télé. On peut voir cette série-là actuellement sur le réseau Série Plus, ici au Québec. Donc, la série Blue Book est inspirée de ce fameux projet qui s'est terminé en 1969. Les conclusions ont été publiées début 1970. Et les conclusions, et là encore, un gros mensonge utilisé par je te parlais tantôt de ces ufologues, les bons, etc. Un des mensonges les plus persistants, c'est de dire l'armée américaine nie l'existence des ovnis. Non.
l'armée américaine n'a jamais, mais jamais nié l'existence des ovnis. Ce qu'elle doute, c'est que les ovnis soient des engins extraterrestres. C'est pas la même chose. Mais peu importe. Donc, en 1970, l'armée américaine publie son étude en disant « On a étudié 12 618 observations d'ovnis. De ce nombre, 701 demeurent non identifiées. Mais on n'a pas l'impression que ces observations menacent la sécurité nationale et on n'a pas non plus l'impression que ces ovnis, hein, on le reconnaît, il y a des ovnis. On le dit, là, on a 701 qui est non identifié. Donc, on reconnaît que ces ovnis existent, mais on n'a rien qui nous permet de croire que ces ovnis soient des engins extraterrestres. Donc, il y a une énorme nuance ici entre dire nous ne croyons pas aux visites extraterrestres et nous ne croyons pas qu'il y ait des objets volants non identifiés. Donc, il y a un monde entre les deux. Mais bon, les ufologues aiment bien ça, nous la raconter, celle-là. Puis comme la plupart des gens ont une grosse poignée dans le dos, ben ça passe bien. Cela étant dit, si tu adressais ta demande citoyenne, c'est ce qu'on t'aurait répondu. Donc, fin de l'étude des ovnis en 1969, début 1970. Et là, l'article du New York Times nous dit, voilà, entre 2008 et 2012, il y a eu ce fameux projet, 20 millions de dollars, qui est quand même pas beaucoup, hein, quand on sait que le budget annuel du département de la Défense, c'est 700 milliards de dollars. Donc, si je te dis qu'on a un programme qui a coûté 20 millions de dollars, finalement, c'est pas grand-chose. C'est de la menue monnaie au fond d'une poche. Mais c'est quand même un programme qui a existé. Alors donc, on apprend que ce programme-là existait, on a ces fameuses vidéos qui circulent. Au début, bien sûr, les médias se tournent vers le département de la Défense, on veut savoir de quoi il en retourne, et là, ben, faut pas se le cacher, l'armée essaie, on voit qu'elle jongle avec la situation, elle ne dit pas oui, mais elle ne dit pas non non plus. Finalement, elle reconnaît que les vidéos sont authentiques, mais elle insiste pour dire que oui, le programme a existé, et ce programme, et elle insiste pour dire ce programme, c'est un programme d'étude des phénomènes aériens non identifiés. Hein. Elle le précise bien, un phénomène aérien non identifié ne signifie pas des engins extraterrestres. Et elle le dit bien que pour eux, d'ailleurs, sur leur livre de détails, lorsqu'ils parlent d'OVNI, en fait, le terme qu'ils utilisent, c'est phénomène aérien non identifié. Ils ont plutôt en tête des véhicules qui seraient utilisés par des nations étrangères ennemies des Américains. Il faut savoir, Yannick, quand on regarde ce qui se passe, si on oublie un peu les ovnis et on regarde ce qui se passe sur le développement des technologies de stratégie militaire, écoute, les Russes et les Chinois ont mis au point des missiles hypersoniques. Ce sont des missiles qu'on peut envoyer dans l'espace à partir d'une plateforme et qui sont capables qui atteignent des vitesses de 20 fois la vitesse du son et ces missiles-là peuvent être avoir accès à une cible stratégique américaine en moins de 20 minutes. Donc, tu comprends, il y a une préoccupation. Et quand le président Trump a dit on va faire une force spatiale, c'était pas pour se défendre contre les extraterrestres. C'est la prochaine guerre, la prochaine menace. Elle nous vient de l'espace, mais elle ne vient pas de l'espace à cause des extraterrestres. Elle vient de l'espace parce que c'est un terrain que les ennemis, les forces, par exemple, de la Chine, les Russes, qui sont les ennemis des Américains, ben, pourraient éventuellement exploiter justement pour transporter la problématique militaire dans l'espace. Donc, il y a une préoccupation là-dessus. Et c'est ce que le département de la Défense a fait savoir en disant, oui, on reconnaît qu'il y a ce programme qui existe ou qui a existé, qui étudie la question des phénomènes aériens non identifiés, mais si pour le public, ça résonne engin extraterrestre, et pour nous, ça résonne davantage menace venant d'un autre pays autre que les États-Unis. Donc, c'était plutôt cette vision-là qu'on avait. Malgré que on sait que au sein même de cette organisation, il y avait quand même des discussions qui étaient faites sur la possibilité que certains ovnis aient été d'origine extraterrestre, mais c'était pas essentiellement la grande ligne directrice. Et on apprend que ce programme-là, donc, aurait cessé d'exister en 2012. Ça a donné naissance, bien sûr, cet intérêt qui a été foudroyant. La publication de cet article dans le New York Times a été foudroyante, ça a soulevé énormément d'intérêt, et on a même eu droit à une série documentaire américaine qui a été présentée d'abord aux États-Unis et qui est également présentée ici au Québec, qui s'intitule OVNI, le secret de l'enquête américaine. Écoute, on écoute la bande-annonce de la série anglophone. I put my entire career on the line because I believe in what I believe in. He ran the Pentagon's top secret UFO program. They tracked one
100 of these things. Leading a team of government insiders. People from the CIA, the Department of Defense, all wanted to be a part of this. Who for the first time have come out of the shadows to reveal what they know. I don't really care if it's a threat, it's a threat. Unidentified inside America's UFO investigation. Friday, May 31st at 10. Il a mis sa carrière en jeu. Ouais, voilà. Donc ça, on vient d'entendre la bande-annonce de Unidentified Inside the Americans UFO Investigation. En français, c'est OVNI, l'enquête américaine. Donc tout ça est né dans la foulée de cet article paru en 2017. Et là, voilà qu'au cours de l'été, le New York Times, alors qu'on pensait que la poussière était un peu retombée sur cette histoire, on avait déjà évoqué toutes sortes d'éléments, on avait fait un peu le tour de la question. Et puis voilà qu'on apprend au cours de l'été que là, cette histoire d'OVNI revient hanter un peu le département de la Défense parce que, crois-le ou non, il y a Michael Rubio qui représente la Floride au Congrès américain, qui fait partie également d'une espèce de comité qui voit un peu à la gestion. En fait, c'est le président du comité sénatorial sur l'entrepreneuriat et les petites entreprises et qui voit également à la bonne gestion de comment on va dépenser les deniers américains. Et voilà qu'il sort un document, et je l'ai devant moi, c'est calendrier numéro 477. C'est un document d'une 20aine de pages. Il n'y a rien de très précis, là. C'est pas un truc sur les ovnis, là. Et puis voilà que quelque part là-dedans, quand on le feuillette, on s'aperçoit qu'il y a une espèce de petit alinéa, à la page 11, et qui s'appelle Advanced Aerial Threats. Ça couvre à peu près une page et demie. Et ce qu'on apprend là-dedans, c'est que M. Rubio dit, puis là, tu vas voir l'intérêt parce que ça s'adresse en fait aux membres du Congrès. Et là, le document dit, le gouvernement va mettre en place un groupe d'enquête sur les ovnis et on veut que ce groupe d'enquête sur les ovnis, s'il est financé par l'État, va devoir tous les 180 jours, donc tous les 6 mois, rendre publique l'information qu'il a obtenue pour qu'on puisse continuer de le financer. Donc, fini l'idée de faire des trucs un peu à la cachette et de cacher tout ça. Et donc, maintenant, il devra y avoir une espèce de transparence. Et là, évidemment, tu comprends que pour les amateurs d'ovnis, c'est quand même une grosse nouvelle. On croyait que l'intérêt pour les ovnis s'était arrêté au début en 1969-70. On apprend que entre 2008 et 2012, il y a eu un programme au sein du gouvernement qui a existé et qui enquêtait sur ces menaces aériennes. Et puis voilà qu'on apprend qu'il va y avoir un nouvel organisme, un UAP Task Force, c'est comme ça qu'il l'appelle, la force d'intervention pour les phénomènes aériens non identifiés, et qui sera mise en place et qui va être administrée par des fonds de l'État et qui va être en partie géré par la US Navy. Donc, on veut en savoir plus. Et là, j'avoue qu'il y a eu un petit dérapage parce que l'article qui est sorti donc dans le New York Times qui annonçait cette histoire-là, bon, évidemment, ça fait couler beaucoup d'encre. On se dit, bon, une énième commission d'enquête sur les ovnis. Alors que dans les faits, on est d'accord que n'importe quelle force aérienne du monde, s'il y a des véhicules qui circulent dans son espace aérien, qu'ils viennent de Chine, qu'ils viennent de Mars ou qu'ils viennent de la Russie, il est important que les forces militaires le sachent. Donc ça va de soi. Donc il n'y a rien de surprenant à ce que les Américains veulent savoir quels sont les engins qui font intrusion dans leur espace aérien. Et quoi de mieux que les définir comme étant des objets volants non identifiés? Ils sont volants puis ils sont non identifiés. Donc, il ne faut pas nécessairement faire le saut en disant ce sont des extraterrestres. On n'est pas encore jusque-là. Ce qui est un peu malheureux dans cet article du New York Times, c'est qu'on mélange plusieurs choses. Et là, c'est important de faire cette distinction parce que là, on glisse dans du n'importe quoi. On nous cite, par exemple, des gens... Il faut savoir que ce fameux programme de 2008 à 2012... Le principal bénéficiaire de ce 20 millions de dollars, parce que tu comprends que l'armée n'a pas enquêté sur ces ovnis pendant 4 ans au sein de son armée, elle a donné ça en sous-traitance, et la sous-traitance a été donnée à une entreprise qui s'appelle la Bigelow Aerospace, qui est dirigée par un milliardaire américain qui s'appelle Robert Bigelow. Ce Robert Bigelow, c'est un individu un peu étrange, mais plutôt, disons, hors norme. Il reste 1 minute, Christian. Ben, écoute, ce type, il s'est toujours intéressé à la question des ovnis. Il a bénéficié de ces sommes-là. Et là, on nous lance un peu des affirmations. On a eu des morceaux d'objets extraterrestres. On l'a fait ici, on a fait ça. Beaucoup d'affirmations extraordinaires, mais aucune de ces affirmations, depuis 20-25 ans, n'a jamais été étayée par le moindre article scientifique. Donc, il faut faire une distinction entre ce que les gens de Bigelow Aerospace racontent
versus le programme mis en place par le gouvernement. Et je vais terminer avec ceci, notamment dans l'article du New York Times, on disait que l'un des instigateurs de ce programme-là, le sénateur démocrate Harry Reid, qui était le sénateur du Nevada, avait dit qu'il avait eu entre ses mains où il avait de l'information concernant l'origine extraterrestre de certains ovnis. Et immédiatement après l'article du New York Times, Harry Reid a voulu faire une mise au point, et je te cite, il dit « Je n'ai aucune information et je n'ai jamais laissé supposer le contraire à l'effet que le gouvernement ou toute autre agence avait en sa possession des débris d'objets extraterrestres. J'ai toujours répété que nous devions nous en remettre à la science et non à des contes de fées à propos de petits hommes verts. » Et ça est venu un peu tempérer l'article du New York Times qui tirait de tout bois et qui mélangeait en fait l'idée de ce programme d'identification de menaces aériennes qui sera visiblement mis en place dans les prochaines semaines versus des déclarations un petit peu fantaisistes faites par la bande, par des gens qui ont travaillé avec Robert Bigelow ou qui ont gravité dans l'environnement de Robert Bigelow. Donc, il faut faire attention. Après la pause, on fait le tirage du livre de Christian Page. Restez là. Alors voilà, c'était la première de Radio X-Files depuis notre retour. C'est un bon camp d'entraînement, Christian. Oh que oui, je me suis beaucoup trop égaré. J'avais beaucoup de matériel. J'aurais voulu te parler de l'affaire Diatla. J'aurais voulu également élaborer sur cette histoire d'OVNI, parce qu'il y a des trucs tout à fait intéressants là-dessus, mais on aura certainement l'occasion de revenir avec ça. Voilà, le gagnant de ton livre se nomme Éric Morin. Donc, Éric, si tu entends toujours, juste aller voir tes messages privés. Je t'ai écrit, ça va me prendre ton adresse pour qu'on puisse t'envoyer ce fabuleux livre de Christian Page. Sinon, les autres, vous pouvez aller sur la page de Christian, christianpage.ca, pour avoir accès à tous ses livres. Je te souhaite de passer un beau week-end, mon ami. OK, et toi pareillement, et on se reparle vendredi prochain avec le poltergeist de la machine. Tout va bien. Le Canadien est revenu, il a gagné, puis en plus, on s'en va en fin de semaine, puis Radio X-Files, puis Claude Julien, finalement, va aller beaucoup mieux maintenant. Voilà. Salut, Christian. OK, ça marche. Ciao. Radio X-Files. Radio X.